Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Let's go, donc bienvenue pour le 28e épisode de Lift Talk, l'épisode des vacances, l'épisode qu'on adore, où on va traiter aujourd'hui deux sujets. Et le premier sujet, déjà, pour introduire le podcast. Victor, tu t'es fait sélectionner officiellement pour Final Rep, un petit mot là-dessus. C'est ce que je te dis, comme tu as dit, je suis fait sélectionner officiellement par Final Rep. Et là, c'est bon, tout est officiel parce que j'ai payé le truc, etc. Bref, sur l'application, je suis à jour, je suis définitivement inscrit. Si je n'y suis pas, c'est que quelqu'un m'a tué en parallèle et je soupçonne que ça puisse être Marco. Donc, rappelez-vous de ces quelques mots. Si je ne suis pas Final Rep, appelez la police et dénoncez Marco. Ah. Un petit prono sur le classement moins de 80 là Non, pas de prono. Ah, il veut pas prendre de risques, c'est bien. Non, mais alors par contre, quand même, ce que je peux notifier, c'est que j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des mecs très très forts dans d'autres pays, quoi. que j'étais pas du tout au courant, celui-là. Ok. Moi, je suis pas du tout, j'étais pas au courant qu'il y avait des mecs qui avaient ce niveau, donc un très bon niveau, sans dire que c'est un niveau inatteignable, mais qui a un très bon niveau, quoi. Je pensais pas qu'il y avait des mecs qui avaient un tel niveau, quoi. Bref, parce qu'en plus, je me rappelle plus très bien, hein, mais je sais plus, l'année dernière, je sais pas si toi tu sais, mais le mec qui a fait premier en moins de 80, je sais plus quel total il avait, mais un ordre de grandeur, t'as un truc en tête, toi, ou pas? Ouais, ça devait être genre 450, un truc comme ça, non? 450, Ouais, 460. Ouais, voilà, j'aurais dit 460, 470, ouais, j'aurais dit un truc comme ça. Donc là, 470, c'est le total que j'ai fait, et je suis sélectionné 8e pour l'instant. Parce que c'est définitivement l'ordre, hein. C'est le classement. Ah ouais, parce que non, c'est définitivement le classement. En off, on a eu un petit débat là-dessus, mais moi, je pense pas que c'est le classement Mais, par ordre de total. Moi, je t'annonce que si, parce que j'ai regardé tous les Insta des mecs, et ou alors c'est un hasard incroyable, parce que ça correspond parfaitement. C'est-à-dire que j'ai vu les deux premiers, ils ont 490, ensuite 485, ensuite c'est Raoul 480, ensuite je sais plus, il y avait des mecs où il n'y avait pas le Insta. Enfin bref, ça correspond parfaitement, sûr. C'est vraiment. Et j'ai regardé les autres KT, ça correspond aussi pour ceux où les performances, en tout cas, parce que soit il n'y a pas de Insta, soit les performances parfois elles sont pas visibles, mais quand même très souvent c'est le cas. Et franchement, sinon c'est que c'est un hasard incroyable, je veux dire. Là vraiment. Et c'est lequel qui est le premier là, donc du classement? Il y en a deux à 490. Et je sais pas leur nom. Je me rappelle plus. Putain, c'est vraiment incroyable. Le niveau, il est en train d'exploser. C'est un truc de fou furieux. Hein. Donc voilà, moi pour dire en gros que j'avais donc un total qui était peut-être, je sais pas, équivalent ou supérieur à celui du mec qui a fait premier l'année dernière, et là pour l'instant je suis classé 8e. Évidemment, rassurez-vous, ce ne sera pas le total que je ferai à la compétition. Je n'en dis pas plus. À moins que tu foires totalement ta compète, ce qui Et est toi, fort mais probable. bouffe mon chibre, Mental espèce de merde. de chips, Espèce d'obèse, t'es qu'un peut-être que ça a mal grelard. se passer. Un mental de chips, le mec il me fait là. Plus gros mental de cette planète, il est fou. Pour jouer à la pétanque comme je joue à la pétanque, en étant parfois avec des mecs. Parce qu'attends, faut savoir que update. Non mais rapidement. Hein. C'est donc dernièrement, je jouais super mal à la pétanque. Ça a influé énormément sur mon humeur. Mais on en avait parlé en plus la dernière fois, j'avais expliqué. Bref. Et clairement, ça me brisait le cul. J'en pouvais plus. Et là dernièrement, je joue mais genre je suis un monstre. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le Victor de l'année dernière à peu près à la même époque de l'année. Et je tape toutes les boules. Je fais des carreaux, je fais des palais. Putain, c'est magnifique, c'est merveilleux.
je peux faire des parties sans manquer de boules, c'est génial. C'est comme comme j'ai joué pour moi, comme je suis censé jouer en fait. Et donc là, pour moi, c'est un début d'alignement avec tout, et je pense que c'est le début de la fin. C'est comment dire, c'est symptomatique de ce qui va se passer pour la suite en muscu également, pour faire simple. Oula, oula. Des grosses ambitions pour Final Rep. J'ai pas non plus, je gagne pas toutes mes parties à la pétanque malheureusement parce que parfois je tombe avec des mecs tellement éclatés que tu peux jouer 10 sur 10. Si à chaque fois tu joues 3 boules sur 3 et que le mec à côté il en joue 0 sur 3, tu en joues 3 sur 6. Les autres, il suffit qu'ils en jouent 4 sur 6, 2 et 2. Et bah, tu marques pas à la main, tu marques pas à la main, tu marques pas à la main. Et voilà, bon, bref, anecdotique. Ok. Donc, quel sujet tu veux traiter, mon cher Victor? Est-ce qu'on commencerait pas par le premier sujet qui est décomposer les séances? Et bah oui, partons là-dessus. Partons là-dessus. Ok. Donc en fait, ça c'est un sujet qui avait été proposé par notre cher ami Virgilus, qui se reconnaîtra. Et l'idée, c'était... Ah non, c'était pas ce sujet-là, excusez-moi. C'était moi qui étais à l'origine. C'est votre ami Écoute, Marco putain. qui, Mais qui écoute, était à l'origine de cette idée. Donc en fait, c'est un truc ça qu'on peut voir chez certains athlètes, c'est décomposer leurs séances quotidiennes. Par exemple, faire la première partie le matin, la deuxième en début d'après-midi. Quel intérêt, déjà à qui ça s'adresse, ça c'est important. Quel intérêt ça peut avoir. Voilà, on va développer ce simplement. sujet-là. Ah, Tout simplement parce que on aurait dit que tu étais parti pour une énumération de ouf et tu as dit 2 trucs, mais c'est très bien, c'est suffisant. donc déjà, Victor, bah écoute, je te laisse la parole. Hein. Ah oui, bah parfait. Ah Et oui, ben, il n'était pas prêt en fait, le mec. allons-y, hein, moi je dis allons-y. Bah, je dis Donc, allons-y et allons-y. pour le sujet de décomposer les séances, bah alors, moi je pense que c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Après, bon, il y a décomposer et décomposer, hein, parce que, c'est-à-dire que, je sais pas, donnons un exemple, je réfléchis. Une séance où on va avoir peut-être des exos haut du corps, des exos bas du corps. On va découper haut du corps, bas du corps dans la journée. Et après, est-ce qu'on découpe, on découpe en faisant, en mettant 1 heure d'écart entre les deux? Est-ce qu'on découpe en mettant 3 heures? Est-ce qu'on découpe en mettant 5-6 heures d'écart? J'en sais rien. Ça va peut-être avoir des petites implications, peut-être un poil différent. Et après, moi, de ce que j'avais expérimenté quand je le faisais, généralement, bah, ça m'arrivait de faire les deux, parfois d'avoir beaucoup de temps d'écart, de faire le matin et de faire le soir, ou d'avoir 2 heures, on va dire, d'écart entre les deux, parce que, je sais pas, tu as un coaching entre les deux, ce genre de truc. Tu pas le temps de finir ta séance, donc tu cut et tu finis après. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire? En fait, j'ai envie de dire un peu que, pour faire simple, je trouve que c'est pas mal, dans le sens où c'est un peu le même système qu'avoir des très gros repos. Des très gros repos, ça j'en ai parlé maintes et maintes fois en disant que c'était hyper important de prendre des temps de repos qui étaient vraiment très significatifs. Moi, comme j'avais dit la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus, pour moi, mon repos de base, sans que je conseille nécessairement de faire ça, parce que ça dépend évidemment, et puis après, tout le monde n'a pas ce temps-là, mais c'est mon repos de base, c'est 8 minutes, même si je force pas tant que ça. Bon, ça peut m'arriver de prendre moins si je suis un peu pressé, hein, de prendre 6 minutes. 6 minutes, là, je suis pressé, là, attention. Hein. Mais bref, 8 minutes, c'est mon repos de base. Si je force, je peux prendre 10-12 minutes sans que ça me gêne particulièrement. Et j'en ressens un immense bénéfice. Et le fait de cutter un peu les séances, je trouve que ça peut avoir un peu le même bénéfice, dans une certaine mesure. Même si après, bon, ça fait que forcément, il faut allouer beaucoup, beaucoup de temps en fait à l'entraînement. Et il faut avoir une capacité à se rendre à une salle de sport beaucoup. Donc, pour spoiler un peu déjà à qui ça s'adresse, principalement des gens qui travaillent en salle de sport, donc soit des mecs qui sont à l'accueil, soit des mecs qui sont coachs, mais ou alors si vous avez une salle de sport dans votre taf, mais pareil, c'est pas hyper évident, ou alors si vous êtes en télétravail, vous avez un home gym, ce genre de trucs, mais bon, c'est des trucs qui sont quand même pas hyper faciles à mettre en place. Mais vas-y, je te laisse continuer de développer parce qu'en fait, t'es un connard, c'était ton sujet à la base. Ok, bah là déjà, tu as commencé à bien déblayer le terrain sur à qui ça s'adresserait. Donc, bon, vous l'aurez compris, ça s'adresse à très peu d'entre vous. Mais effectivement, ça peut avoir ses intérêts. Après, effectivement, il faut définir le temps entre les séances. Est-ce que vous laissez quelques heures? Est-ce que
vous laisser plus de temps. Dans la pratique et de ce que j'ai pu expérimenter et voir comme retour chez certains athlètes, ce qui se passe, c'est qu'on s'entraîne le matin. Après, on retourne chez soi, on mange, on fait une sieste. Ça, c'est important. Ah oui, Et ouais, bah ah, oui, vu le que mec tu est sais, fort. on vit pour la performance, donc on fait une sieste et puis après, on y retourne. Ça, c'est pour moi ce qui fonctionne le mieux, dans le sens où on arrive beaucoup plus frais lors de la séance. Et s'il y a trop peu de temps entre les deux séances, vous allez peut-être avoir l'effet un peu inverse. Encore une fois, ça, c'est hyper individuel. Donc ça sera à vous d'expérimenter. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le fait de splitter comme ça quotidiennement ces séances, ça rallonge le temps des séances parce que vous devez vous échauffer 2 fois plus. Donc ça, c'est un peu relou. Et Ça puis peut voilà, amener ouais, à rush un peu l'échauffement et du coup après à se ouais, faire des petits bobos. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais parce qu'on se dit ouais, enfin faut vraiment vivre que pour ça quoi. Hein. C'est vraiment ça, c'est sûr. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai déjà bien fait le tour. Sachant qu'il Ouais faut pas que tomber dans le piège de se dire: «Je split, ma séance donc j'en fais plus également». Parce que ouais, ça après ça va être un facteur confondant. C'est sûr que si tu splits, tu as je sais pas 5 exos dans ta séance, tu fais 2 et 3 en splittant. Sauf que, bah, en fait tu te dis: «Bah, je vais faire, 3 et 4». Bah, ça fait plus 2 exercices. Si tu te dis: «Je suis crevé parce que je split mes séances, en fait ça me convient pas, parce que je suis capable de le faire, j'ai, l'emploi du temps qui le permet et cetera». Bah, c'est pas forcément que ça le c'est pas possible, ça fonctionne pas pour toi. C'est juste que si tu rajoutes 2 exercices, c'est ça qui va pas, en fait. C'est comme si tu rajoutais, 2 exercices sans splitter la séance, ça fait du volume en plus, donc ça de la fatigue en plus aussi, quoi. et puis bah voilà, bah tu m'as fait rappeler ce que je voulais dire. C'est que il y a 2 options, il y a 2 cas de figure. C'est soit vous voulez splitter parce que vous avez pas eu le temps de finir la première séance. Ça, c'est des trucs qui peuvent arriver. Genre, vous avez oublié de faire, enfin, vous avez pas eu le temps de faire votre assistance, ou vous avez eu la flemme, etc. Pour moi, ça, c'est pas terrible parce que c'est niveau organisation, ça va être monstrueux. Par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est par exemple, je sais pas, vous avez une journée où c'est une séance push, vous avez du squat et des dips à faire. Bah là, effectivement, ça peut être déjà beaucoup plus intéressant. Vous faites votre squat le matin, vos assistances du squat, et puis ensuite l'après-midi, vous faites les dips et les assistances. Ça marche déjà beaucoup mieux. Et parce que là, si vous faites en fait, si vous n'avez pas fait vos assistances, ce qui va se passer, c'est que nerveusement, vous êtes quand même plutôt à froid. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué ça, parce que ça m'est déjà arrivé. Et d'arriver sur les assistances, c'est avoir beaucoup moins de jus que d'habitude. Parce que parce que par exemple, même un truc qu'on pourrait dire, c'est que par exemple, vous commencez par le squat sur votre séance push et ensuite vous faites les dips. Moi, ça m'arrive souvent, malgré le fait que le dip, ça soit un gros exo polyarticulaire, que ça soit très exigeant nerveusement et, au niveau de l'énergie globalement, et d'arriver sur les dips, on va dire très éveillé nerveusement et me sentir plus fort que si j'avais commencé par les dips. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé ce genre de truc ou que tu l'as constaté, mais Bah, c'est un après c'est une truc. question d'habitude, c'est une question Ouais, d'habitude, ça. Si tu t'habitues à oui, pas faire aussi. ça, tu seras mieux en le faisant pas, quoi. Oui, ouais, ouais. Après, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en interférence. Si vous commencez par, enfin après là, je vais dériver sur d'autres trucs, mais si vous commencez par les dips, ça va quand même impacter vachement plus le squat que l'inverse. Mais après, voilà, ouais, c'est individuel. Donc voilà, c'est un sujet assez court, mais c'est vrai que c'est un truc que des fois on voit chez certains athlètes, surtout des athlètes de haut niveau. Voilà, encore une fois, hein, c'est un truc, c'est si vous consacrez votre vie à ça, hein, parce que si vous avez un boulot à 35 heures, horaire de bureau, je vous vois mal faire votre première partie de la séance à 6 heures et d'y retourner à 18 heures, quoi. Enfin, ça me paraîtrait hyper. Ah, Bah, après, ouais, peut-être qu'il y en a. Hein. niveau récup, ce serait pas ouf parce qu'après du coup tu t'amputes ton sommeil donc ce serait pas terrible. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et puis après, il y a un autre truc aussi, ça c'est un petit détail, parce que je l'ai expérimenté aussi, c'est que vous avez la digestion qui rentre en ligne de compte
Si par exemple vous splittez votre séance, vous faites dips le matin, squat le soir, je peux vous assurer que vous allez vous sentir hyper mal sur le squat. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. C'est que je vais plutôt vouloir m'entraîner en début d'après-midi, aller maximum à 15 heures, début d'entraînement. Sauf que je suis encore en pleine digestion. Et sur le squat, ça va être un enfer, quoi. Ça va être terrible. Moi, je dirais, après, ça, encore une fois, il y a des gens qui s'entraînent plutôt le soir, mais c'est aussi une question d'habitude. Pour moi, l'horaire, la tranche horaire, on va dire, c'est fin de matinée, début d'après-midi. Pour moi, c'est là où c'est le plus optimal. Il y a des gens qui s'entraînent le soir parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais personnellement, je ne sais pas comment ils font ces gens-là pour performer parce qu'il y en a qui arrivent très bien à progresser de cette manière-là. Mais même, je parle d'athlètes confirmés, élites. Et je suis assez bouche bée de voir ça. Tu sais, des mecs, ils ont enchaîné 8 heures de taf, ils s'entraînent. Tu sais, t'as presque, tu sais, ils font leur back-off, c'est la fermeture de basique, t'entends les annonces là, tu sais. Ouais. Tu dis, putain, mais comment ils font, quoi? C'est incroyable. Donc, tu veux que j'enquille sur le deuxième, peut-être, sujet, Ma Victor? foi, ouais, Il attend que ça, il attend que ça. Et j'ai donc là, du l'impression. coup, c'était bien un sujet qui nous avait été proposé par notre ami Virgilius, et c'était la durée de vie des exercices d'assistance. Donc, je te laisse la parole, Victor. Ah ouais, à chaque fois, il me lance dessus, c'est parti. Bah écoute, c'est là où on aura peut-être un point de vue, je pense, opposé. C'est que pour moi, en fait, un exercice d'assistance, donc les exercices d'assistance, on rappelle, c'est en gros, tous les exercices qui sont pas des exercices de compétition et c'est tous les exercices qui sont pas des variations. C'est-à-dire qu'un squat, c'est un exercice de compétition, un squat posé, c'est une variation. Donc les assistances, bah, c'est pas ça. C'est par exemple du leg extension, c'est par exemple défense, c'est par exemple ceci, c'est par exemple cela, et cetera. Leg curl, là, c'est parce que je suis parti sur bas du corps, mais voilà. Des extensions triceps, même du développé couché, bah, ça peut être un exercice d'assistance si vous faites du street, ou alors à l'inverse, si vous faites du power, bah, des dips, ça peut être un exercice d'assistance, et cetera, et cetera. Après, bon, il y a plusieurs catégories d'exercices d'assistance. Il y a justement les polyarticulaires, comme j'ai dit, bah, développé couché pour le street ou à l'inverse, du coup, dips pour le power et les exercices monoarticulaires d'isolation et donc après, bon bref, ça se planifiera différemment et cetera, bref. Et donc pour moi, en fait, si on a trouvé les exercices qui nous conviennent bien, il y a pas besoin de les changer et le besoin de changer est en fait et donc correspond à la durée de vie et en fait, lié aux besoins qu'on ressent. Est-ce qu'on a des douleurs de ceci, de cela? Est-ce que du coup, bah, l'exercice provoque des douleurs? Donc là, auquel cas, bah, il faudrait le changer ou le modifier ou, heu, on a des douleurs et on a besoin de certains exercices pour, répondre à ces douleurs et auquel cas, eh ben, il faut apporter un exercice qui va répondre à cette problématique-là et le truc, c'est qu'on peut pas rajouter des exercices à l'infini, donc il va peut-être falloir le troquer au profit d'un autre, donc juger, la balance coût-bénéfice et cetera et après pareil sur les aspects renfo dans le sens où, peut-être qu'on va sentir qu'on a besoin qu'on a un point faible, triceps, sur, les dips donc avant on se faisait peut-être plus, d'épaules, on se faisait peut-être du développé militaire et bah, là du coup peut-être qu'on va faire plus d'extension triceps pour, travailler plus cette partie-là et cetera. Mais globalement, si on sent que, il y a pas enfin que le programme qu'on a est réparti de telle sorte à ce que, bah, on travaille tout dans les proportions qu'il faut, enfin tout, ce dont on a besoin dans les proportions qu'il faut et ben, il y a pas besoin de changer. C'est comme, la question, qui était la question, systématique ça, quand, moi je commençais un peu la muscu et que, donc c'est une question, bah, qui date, d'il y a un petit moment, même si je pense que ça doit être un truc qui est encore d'actualité vu que moi je suis pas du tout dedans et que je vois pas trop passer ça vu que c'est pas les comment dire? Les trucs bref que je vois en général. Mais, je sais qu'en muscu, quand, tu fais de la muscu pour prendre du muscle, bah, on dit justement à quelle fréquence il faut changer de programme et ben, comme j'allais dire disait Arnold, mais ça dépend parce que tu as différents extraits. Tu as lui qui dit, «Il faut choquer le muscle et du coup il faut faire à chaque fois des trucs différents» ou tu as aussi, la phrase bien connue de lui, qui dit que: «Bah, moi mon programme, j'ai mis je sais pas combien de temps à l'établir, pour qu'il me corresponde et qu'il me convienne donc t'inquiète que je vais pas le changer du jour au lendemain, parce qu'il faudrait le changer». Donc bref. Et je suis plus partisan de cette idée-là, en effet, c'est que, bah, si le truc répond à tes besoins, répond à ce dont tu as besoin de travailler et ben, à quoi bon changer, pour dire justement, bah, il faut de la nouveauté
Tout doit répondre à un besoin, et s'il y a pas besoin, entre guillemets, ou alors si ça répond déjà à nos besoins, ça peut durer à l'infini. Même si dans les faits, bon, ça dure pas à l'infini, mais ça peut durer parfois très, très longtemps. Il y a des exercices, moi, en assistance, que j'ai, je pense, jamais bougé, quoi, depuis, plusieurs années. Ouais, bah, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi, même. Euh, mais c'est trop souvent comme ça. Je trouve qu'on est trop souvent d'accord, en fait. Ça me pose problème. Tu sais quoi, dis un truc où je serais pas d'accord. Trouve quelque chose. Trouve quelque Je te réserve ça pour le prochain podcast. chose. Et non, alors, ce Non, que t'es je pas sec. pourrais dire, Je suis pas d'accord. Si c'est ça que tu penses. le mec mange des magnums et boit Alors, alors des attention, trucs. attention. Préparation finale rep. Moi, je m'étais dit dans Ah, ma tête, ok, ah, si je suis ah, sélectionné, j'arrête de manger de la merde et de boire de la merde. Et donc là, tu vois, bon, bah, ça fait depuis que je suis sélectionné, donc ça fait pas longtemps, je sais plus quand est-ce que c'était, ça fait genre une semaine. Et depuis, alors faut savoir, voilà, petit passage rapide, mais moi dans ma vie, faut savoir que j'ai été un mec, personne ne peut vivre comme j'ai vécu, si tu veux. Toi, je pense que tu le sais plus ou moins, mais j'ai des potes, je peux te dire, que quand ils savent comment j'ai vécu avant, ils se disent: «Mais comment tu faisais?» Moi, je mangeais littéralement, tous les jours, tous les repas, c'est-à-dire matin, midi, soir, du riz, du poulet et des légumes, et je me faisais en collation de l'avoine, des flocons d'avoine avec de l'eau et je mangeais ça, je me régalais, hein, franchement. je mangeais de la terre, en fait. Ça c'était le truc pour me rafraîchir, et je mangeais mon riz, mon poulet sans huile, sans sel. Donc c'était merveilleux, et ce que j'avais trouvé comme technique pour le rendre un petit peu plus, glissant, c'était de couper, de la pomme dedans, de la pomme. Parce que du coup ça le comment dire? Ça le rendait un peu plus glissant, et bref, et j'ai fait ça c'est très simple pour, expliquer mon parcours vite fait sur la nutrition. Quand j'avais commencé à essayer de manger diète, c'était genre en seconde, donc quand j'avais une quinzaine d'années, sauf que je faisais le traditionnel cheat meal toutes les semaines, qui était censé être le samedi, sauf que le cheat meal était devenu un cheat day, qui était ensuite devenu un cheat week-end. Donc je mangeais en gros n'importe quoi toute une journée, puis ensuite tout le week-end, et vraiment quand je disais je mangeais n'importe quoi, c'était des dingueries, hein. C'était vraiment, je me levais hyper tôt parce qu'en fait, j'étais obsédé par comment dire? Le fait de pouvoir aller manger n'importe quoi, et du début à la fin de ma journée, je n'étais obsédé que par une chose, c'est de manger tout ce que je pouvais manger, et des trucs, c'était vraiment n'importe quoi, et j'avais des diarrhées de fou furieux, j'avais mal au bide et tout parce que je m'explosais tellement sur une période de temps tellement restreinte que du coup, bref, c'était des trucs qu'il fallait surtout pas faire, et un beau jour, en rentrant du lycée, j'avais mangé, parce qu'en fait, j'avais craqué. C'était avant le cheat day. C'était genre, je crois que ça devait être genre jeudi, et du coup, je devais faire ça le samedi. Donc j'ai quand même fait 1 an et demi comme ça, et en rentrant le jeudi, j'ai craqué, j'ai pété un câble et j'ai bouffé 1 kilo de chocolat suisse. 1 kilo, 1 kilo. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, un putain de kilo de chocolat. C'est vraiment, colossal, et Bah, là, c'est j'ai 10 été, plaquettes, voilà, c'est 5 ou 10 plaquettes, je crois. Une plaquette, et c'est 200 grammes, c'est non? 10 plaquettes. Non, généralement, une plaquette, c'est 100 grammes. Une plaquette, c'est 100 Ok. grammes. Et là, c'était des Oh la chocolats, en vache. gros, c'était des carrés, genre à peu près grands comme ça, on va dire. Ils étaient, emballés individuellement, et frénétiquement, j'en déballais un, je le mangeais. J'en déballais un, je le mangeais, et je m'arrêtais pas, tu vois? C'était un énorme paquet comme ça, et heu donc j'étais hyper malade, j'étais au bout de ma vie, et je me suis dit: «Bon, vas-y, là, j'ai déconné. Là, c'est de la merde». Donc en fait, à partir de maintenant, juste après, il y avait les vacances, je me rappelle, c'était genre en février. Il y avait les vacances de février, et j'étais, chez ma sœur à Bordeaux. J'étais dans une salle de sport, je m'entraînais, et je faisais du rameur après ma séance parce que j'attendais que mon beau-frère vienne me chercher en voiture. Du coup, je faisais du rameur à la fin pour attendre, et pendant que je faisais le rameur, je me rappelle très bien, je me répétais: «Je vais manger toute ma vie bien, je vais manger toute ma vie bien». Comme le traditionnel, comme j'avais dit avant là, c'était quoi déjà qu'il disait? C'est: «Je suis le plus fort, je suis Je le suis le meilleur». plus Voilà, ça fort. c'était, «Ah, je suis le plus fort, je suis le meilleur». Donc c'est le même truc, et je m'étais dit: «OK, là, à partir de maintenant, je cheaterai plus jamais», et c'était genre une semaine après ça, et du coup, encore une semaine après, il y avait ma sœur et mon beau-frère qui disaient, «Bon, on va prendre des pizzas et tout», et moi, j'étais en mode: «Putain, est-ce que je prends des pizzas? Vas-y, ça fait 2 semaines, j'ai mangé clean de ouf, c'est bien et tout, je peux me permettre de prendre une pizza». J'hésitais de ouf, j'hésitais de ouf, j'hésitais de ouf, et finalement, j'ai pas pris la pizza, et à partir de ce moment où j'ai pas pris cette pizza, et bah, j'ai plus pendant genre, donc là, on est en mi-1re, j'ai plus jusque
à la fin de la fac, donc 5 ans plus tard en gros, manger le moindre truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bonbon, il n'y a pas eu un dragébus qui est rentré dans la bouche. Il n'y a pas eu un iced tea que j'ai bu, tu vois. Il n'y a pas eu au mariage, à tout ce que tu veux, tous les trucs, les repas de famille, tout. J'ai jamais mangé un truc qui était genre considéré comme transformé, pas diète, ce que tu veux. Genre zéro, littéralement zéro, parce que je me disais, le moindre truc, genre j'ai une pépite de chocolat qui rentre dans la bouche, c'est over, tu vois. Et c'était même pas dur psychologiquement parce que c'était instantané, tu vois. Et donc là, bref, j'ai facilement, instantanément pu me remettre dans ce mood-là depuis que j'ai été sélectionné pour le final parce que j'ai quand même 3 kilos à perdre. Bon, c'est pas énorme, c'est beaucoup sans être beaucoup, on va dire. Sachant que je suis pas obligé d'être à 80 piles un mois avant la compétition non plus. Donc je dis j'ai 3 kilos parce que je fais 83 et je suis en moins de 80. Mais en vrai, je peux très bien faire 81 kilos ou 80,5 ou 6 ou 7 et cut un peu 1 ou 2 jours avant, peu manger de fibres pour vider un petit peu ça au niveau des intestins, boire pas du tout la veille, faire une petite douche chaude, etc. Enfin bref. Et du coup, donc depuis l'annonce de Final Rep, donc comme ça fait rire parce que ça fait qu'une semaine, donc c'est que dalle, donc ça veut rien dire. Mais comme je dis, je sais que j'aurais pas de souci à tenir ça comme ça. Je mange que du riz, du poulet et des légumes, de la ratatouille là, c'est mon nouveau truc. Et je pense que et j'ai aussi augmenté mon nombre de pas journalier. C'est généralement mes stratégies pour sécher assez rapidement. Et si jamais genre je vois que ça va pas aussi vite que ce que je veux ou quoi, et ben j'enlèverai aussi les assaisonnements genre huile d'olive en gros. Enfin, c'est le seul assaisonnement d'ailleurs. Donc l'assaisonnement genre huile d'olive. Voilà, c'était la petite aparté nutrition. Donc tout ça pour dire que en gros c'était un lagus pour se justifier du fait qu'il mange des magnums et qu'il boit des c'est quoi déjà? Tourtel twist. Ouais, tourtel. Hein. Ok. Et ça c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que pareil, je m'étais vachement habitué à boire de la tourtel twist et pas mal aussi de la grenadine, genre énormément de grenadine, c'est le truc, c'était rafraîchissant, paf, grenadine. Et ça, c'est vraiment, ça me posait pas trop de soucis parce que mon poids, il se maintenait très bien à 83 kilos comme ça. Donc j'avais pas trop de soucis, j'arrivais à gérer mon poids. Mais proche d'une compète, bon, il faut changer ces habitudes-là parce que si tu as des habitudes qui font que tu fais 83 kilos et que ta KT c'est 80, c'est qu'il faut changer les habitudes. Et genre, typiquement, tous les trucs, les calories en fait sous forme liquide, c'est genre les premiers trucs en fait à cut parce que c'est entre guillemets facile à cut dans le sens où c'est pas du tout rassasiant, donc ça va pas te donner plus faim de les enlever. Et par contre, c'est vrai que c'est mine de rien, tu vois, je sais que quand je me faisais une promenade, parce que comme j'ai dit, j'augmente mon nombre de pas, quand je faisais une promenade et que je rentrais de la promenade, j'avais bien chaud et tout. Je me disais, putain, j'ai trop envie de me défoncer une grenadine et tout. Et après, bon, voilà, c'est pas très dur. Hein. Tu rentres, tu bois un demi-litre d'eau et puis t'as plus envie de boire de la grenadine, c'est bon. Mais c'est vrai que tu sens quand même qu'il y a facilement des addictions sur ces trucs-là, tu vois. C'est assez Ouais. marrant. D'ailleurs, Après, quand t'as un vrai mental, tu sais te défaire des addictions instantanément. ouais. Petit conseil pour ceux qui veulent se désaltérer efficacement, c'est genre moi ce que j'aime bien, c'est l'eau pétillante mais vraiment fraîche, tu vois. Et Ça, c'est génial. Au Perrier, ça, j'adore aussi. Ouais. Ouais, ça désaltère vachement. Vous ouais. mettez même tu sais, un peu de citron dedans ou un truc comme ça, Ouais. c'est très très bien. Hein. De toute façon, il y a Donc même de la grenadine 0 calorie, mais j'aime pas trop le goût, moi. Mais il y ouais, a ça. ouais, non, ouais, Après, il y a moi des aussi trucs je genre. suis pas fan. Ce qui est pas mal aussi, j'aime bien, moi, c'est l'anthésite. Je sais pas si tu sais ce que c'est, ça. C'est pas un truc mentholé, non? C'est pas ça? Alors, le truc de base, c'est ouais, menthe et anis. Et après, Ouais, moi, le truc que j'aime bien, c'est menthe réglisse. Et genre, c'est pareil, tu vois, 0 sucre. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un peu de sucre dedans, mais en fait, vu que tu mets genre littéralement 3 gouttes, genre vraiment 3 ouais. gouttes, admettons, même s'il y a 100 grammes de sucre pour 100 grammes de produit, tu consommes même pas 1 gramme de sucre avec 3 gouttes. Donc, C'est pas un truc avec de l'alcool, ça? Non, ça a rien ah à voir. non! Non, Non, non. non, ça sert à Ah, rien. parce qu'il y a un truc avec de l'alcool. Je confonds avec un truc. Ça, c'est mes grands-parents, je me rappelle. Tu sais, ils C'est avaient un des truc de trucs avec. grands-parents, ça, l'anthésite, hein. C'est un truc de grands-parents, mais c'est peut-être parce que Ouais. tu mets avec de l'alcool. Ça, peut-être, c'est possible, par Non, contre. Ouais. non, 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 c'est pas ça? non, 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 mais peut-être que je confonds. Et ok, bah du coup, je reviens sur le sujet de base là, qui était la durée de vie des exercices. Et il y a plusieurs problématiques en fait. Il y a des gens qui te diront, ouais, mais tu vois, là, je commence à stagner sur mon exercice d'assistance. Est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut que je l'enlève ou pas? C'est une question que tu me poses, là? Ouais. Stagner, en fait, c'est comme n'importe quel exercice. Si tu Attends. stagnes. Et je te mets une petite nuance à ça, c'est que Ah, vas-y.
je progresse sur mes exercices de compétition. Ouais, mais peu importe, ça veut rien dire. Tu peux très bien progresser sur, genre, tu peux très bien progresser sur les tractions et les dips et pas progresser sur le squat et les muscle up. Genre, ça veut rien dire, Non, tu vois? Tu non, peux très bien même sur tes exercices de compétition, tu peux ne pas progresser sur tous tes exercices de compétition. Donc tu peux très bien progresser sur tous tes exercices de compétition et ne pas progresser sur 1 ou 2 assistances. Donc ça veut juste dire peut-être que exactement. la façon dont t'y prends est pas bonne et après de toute façon, sur, les exercices d'assistance, il faut pas systématiquement rechercher la surcharge à tout prix, passer un certain point et en fonction du profil et cetera. Parce que, c'est des exercices pour moi où la forme doit être, quand même très, très propre. Évidemment, on peut s'octroyer quand même une liberté de mouvement, mais il faut toujours se rappeler de pourquoi tu fais un exercice. Si tu fais, moi ça, je vois pas mal ça là, dans la salle où je m'entraîne. Il y a pas mal de mecs qui font du curl marteau et ils font du curl marteau, mais exactement comme moi j'en faisais. Je me rappelle hyper bien quand j'avais genre 15 ans et je me rappelle, je faisais le curl marteau, comme Jean-Houche le faisait en gros, pour faire simple. C'est-à-dire que, c'était du remuage d'épaule. Donc là, c'est sûr, putain, l'ego génial, hein. Je me rappelle, j'avais 15 ans, je faisais 26 kilos par main et je faisais des séries de 12. Mais t'inquiète que tu me mettais comment dire, une main derrière le bras et tu m'empêchais de trop me remuer. Je faisais pas une seule rep, hein. Littéralement, je faisais pas une seule rep. Et c'est pareil, là où je m'entraîne là en ce moment, la salle de power. Je vois plein de mecs, putain, ils font du curl marteau. Bah moi, pour déconner, tu vois, je leur dis, bah là, c'est bien. Tu me dis quand tu fais ta prochaine série, paf, je viens, je lui plaque la main derrière le bras pour pas qu'il puisse faire des énormes allers-retours comme ça. Ok, tu peux avancer un petit peu, mais enfin, t'as pas besoin d'aller chercher un swing de fou vers l'arrière non plus. Et bah t'inquiète que le mec il fait mais genre 4 fois moins de reps. Genre, il faisait 12 reps, il en fait 3. Donc ça me fait rire, tu vois. Donc c'est pourquoi tu fais l'exercice, tu veux solliciter tel muscle, bah sollicite ces muscles-là, tu vois. Fais pas tous les autres muscles de ton corps sauf ceux-là. Après, il y a toujours l'histoire de la forme, etc., ressentir le muscle. Non, pas forcément. Sois explosif, fais ton exercice, octroie-toi une liberté de mouvement quand tu le fais, mais faut pas que ça devienne le cirque non plus, tu vois. Donc, faut privilégier ça à la surcharge pour moi. Ouais, et puis il y a aussi le fait que ça faut que ça soit quantifié sur une certaine période. C'est que si tu stagnes sur un exercice d'assistance ou même un exercice de compte pendant un bloc, Ouais, c'est pas c'est pas grave du tout. ouais, exactement. Ça veut pas dire que tu as foiré ton bloc fondamentalement. Faut voir plutôt moyen long terme. Il y a aussi ça, c'est un concept qu'il avait développé notre cher ami Rudy, quand tu te crames nerveusement sur un exo, là, le in-road. Là. Ouais, ouais. Et ça, effectivement, c'est un truc qui peut arriver, mais encore une fois, c'est hyper rare parce que si les programmations elles sont bien respectées, sur des exercices d'assistance, vous serez jamais RPE 10. Enfin, à part sur des tout petits exercices, des petits exercices de rien du tout, genre le Hellfly ou des trucs comme ça. Mais du coup, il y a très peu de chances pour que vous cramiez nerveusement. Et après, ce qui peut aussi altérer votre vision des choses, c'est que si par exemple, je sais pas, vous faites du squat, vous progressez sur du squat et avant ça, vous aviez un peu une phase de stagnation, mais vous progressiez vachement bien sur du Bulgarian Split Squat. Et là, c'est l'inverse. Vous progressez plus sur le Bulgarian Split Squat et vous progressez par contre beaucoup sur le squat. Déjà, c'est quoi la priorité? C'est être plus fort. Vous faites des compètes de squat ou des compètes de Bulgarian Split Squat? Déjà, il y a ça à prendre en compte. Le fait aussi que l'énergie que vous dépensez sur votre squat, bon, bah, elle sera plus allouée sur le Bulgarian. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent entrer en ligne de compte et que faut que vous ayez un certain recul et des fois pas prendre les trucs avec une loupe de trop près et avoir une vision plutôt d'ensemble des choses. C'est souvent ce que je dis parce que je sais, il va se reconnaître et il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Et même nous, je pense qu'on est aussi passé par là de se focaliser trop sur la progression court terme et en prenant en compte par exemple 2 blocs en disant ouais putain le bloc d'avant purée j'avais mieux progressé, j'étais arrivé plus loin en termes de charge et là bizarrement je vais moins loin, etc. Donc déjà je le redis, tu as le facteur temps, peut-être qu'un bloc c'est pas suffisant pour avoir un retour objectif par rapport à sa progression.
Deuxièmement, peut-être que vous avez fait des ajustements techniques qui ont fait que les charges utilisées ne sont plus aussi importantes, mais l'exécution est beaucoup plus propre. Ah, exactement. Il y a tout ça en fait à prendre en compte. Pour moi, en fait, je dirais la même chose qu'a dit Victor tout à l'heure. C'est que pour moi, un exercice d'isolation, d'assistance, vous l'appellerez comme vous voulez, il n'a pas lieu d'être changé s'il fonctionne et si vous progresserez bien dessus. Encore une fois, il faut qu'il soit bien choisi. Faut pas faire un truc au hasard en mode ouais bon bah c'est vachement utilisé de faire je sais pas moi je sais pas du développé couché halter. Vas-y, je vais foutre du développé couché halter. Après, il faut que vous sachiez que nous, en tant que coach, quand on vous prend en charge, on prend en compte bien évidemment tout ce que vous nous dites, tout ce que vous faisiez aussi avant, ce qui a marché, ce qui a moins marché, mais c'est un programme qui est adapté à vous, mais assez générique, qui va être évolutif et Voilà. personnalisable avec le temps. Et peut-être qu'on va utiliser des exercices d'assistance assez globaux, des trucs qu'on retrouve assez régulièrement. Et en fait, on va se rendre compte très rapidement que d'autres assistances vous seraient beaucoup plus bénéfiques. Et là, du coup, on va changer d'exercice. Et en fonction voilà, de vos points faibles, tu disais pour les dips, un mec qui a pas de sticking point, tu vois, enfin qui a pas mal à la moitié de la remontée sur sa dips, ça peut être intéressant de mettre un renfort genre extension triceps plus haute, mais c'est pas non plus obligatoire. Peut-être qu'il y a des trucs aussi à privilégier. Et ça rejoint aussi d'autres podcasts qu'on a fait. C'est qu'on peut pas tout vous faire en fait. Vous pouvez pas travailler tous les angles d'attaque. Il y a un moment donné, il faut prioriser. Et nous, on va choisir ce qui est le plus intéressant dans votre cas à vous et avec une certaine objectivité et aussi un retour d'expérience sur nous, bien évidemment, mais aussi et surtout sur les autres personnes qu'on suit depuis des années. Donc, c'est jamais des trucs au hasard. Et même si des fois, au début, c'est peut-être un peu générique, très vite, de toute manière, ça va évoluer. Mais il se peut aussi on trouve la recette dès le départ qui fonctionne, c'est la recette gagnante et il n'y a pas lieu de changer les exercices juste pour faire beau. Après, il y a un truc qui me vient aussi hyper important et je dirais que c'est pour moi le point le plus important, c'est l'adhésion au programme. Effectivement, s'il y a un exercice qui vous fait chier, et encore ça c'est à nuancer parce que il vous emmerde. Pourquoi l'exercice? Parce que c'est trop dur ou c'est parce que vraiment vous aimez pas l'exercice? Parce qu'il y a des exercices qui sont vraiment pas agréables à faire, mais qui vont être hyper efficaces. À l'inverse, si par exemple il y a un truc que vous aimez pas ou que vous voulez tester quelque chose qui vous attire beaucoup plus, bah là, je pense que le coach il doit être à l'écoute et justement orienter, faire des modifications sur le programme pour que l'adhésion soit plus importante. Mais à part ça, des fois, c'est vraiment pas nécessaire de changer quoi, d'exo. Victor nous entend plus. 10 sur 10. Non, mais alors moi, ce que j'ai bien aimé que tu as dit là aussi, qui est hyper important, c'est la notion de pas vouloir, forcément, enfin après ça c'est quand même réservé que quand tu as un niveau un peu plus élevé, mais même parfois pour un intermédiaire, ponctuellement ça peut arriver, de pas vouloir systématiquement battre, ce que tu as fait sur le bloc précédent, d'un bloc à l'autre sur tous tes exercices, surtout enfin là je parle plus pour les exercices de compétition. Parce que, bah, parfois c'est ça en fait, tu as fait des modifications techniques parce qu'en fait, genre, je sais pas, tu vois, allez les dips, tu avais une technique, tu avais les épaules hyper rétractées, tu descendais droit, tu avais pas de tension. Mais tu t'étais habitué à faire comme ça, donc tu étais quand même devenu «fort», entre guillemets «fort», dans cette position-là et ça revient à ce qu'on avait dit la dernière fois sur le hinge au squat, c'est que quand tu modifies ta technique, une technique que tu as automatisée et ben, même si elle est pas optimale, à l'instant T, c'est la technique avec laquelle tu es le plus fort. Donc si tu changes, même pour une technique qui est censée être plus optimale sur le papier, tu seras certainement moins fort parce que tu es pas renforcé sur ces angles-là. Les lignes de tissu que tu vas solliciter, seront un peu différentes.
et t'es pas habitué tout simplement, donc tu vas devoir te concentrer, ce que tu n'avais pas besoin de faire avant parce que c'était automatisé, etc. Et donc le truc, c'est que quand tu transites comme ça d'une technique qui est pas optimale et peut-être même un peu dangereuse, parce qu'admettons, tu vois, moi par exemple, voilà, je sais que quand j'avais commencé le street, je faisais mes dips épaules rétractées et poitrine très sortie, etc. Et j'étais monté à un niveau qui était pas mal. J'avais fait une rep à 100 kilos, en plus, enfin pas si dur que ça. C'était le plus que j'avais fait, mais franchement, elle était, quand je revois la vidéo, elle était un peu genre 8,5, on va dire. Donc il y a vraiment de la marge. Et en fait, bah, genre, je sais pas, un mois et demi, 2 mois après, je commençais à avoir vraiment mal au pec gauche. Et donc, bah, j'essayais de reposer un petit peu, j'essayais de diminuer la fréquence, le volume, mais quand je redipsais toujours avec ma même technique et ça me refaisait mal et ça me refaisait mal et ça me refaisait mal. Donc j'avais mis une longue phase, très très longue phase, où j'avais complètement changé ma technique pour protracter les épaules, engager plus en flexion la poitrine sur ma descente, etc. Et ça me permettait d'avoir bah, beaucoup moins mal, mais j'étais beaucoup moins fort. J'étais beaucoup, beaucoup moins fort. Sauf que à long terme, ça me permettrait évidemment de devenir beaucoup plus fort parce que tout simplement, si tu as mal quand tu fais ton exercice, que ce soit à l'instant T ou que ce soit une technique qui finit par trop faire mal systématiquement dès que tu forces un peu, eh ben, c'est pas viable sur le long terme et tu progresseras que en dents de scie, quoi. Tu vas que perdre ton niveau, le regagner petit à petit parce que tu as réussi à soigner un peu le truc. En fait, bah, tu as remal quand tu arrives à peu près au même stade, plus ou moins, donc tu redescends. Et donc, de réadapter une technique qui finalement est viable sur le long terme, bah, ponctuellement, tu es moins fort, mais sur le long terme, tu es plus fort. Donc, pour dire que quand tu changes ta technique ou que tu fais des modifications plus ou moins importantes, eh ben, d'un bloc à l'autre, tu peux ne pas voir de progrès en termes de charge, mais tu peux voir bah, des progrès sur la nouvelle technique en termes de critères d'exécution. Et donc, bah, ça, c'est à noter. C'est pas que les chiffres dans l'absolu. Et après, même en dehors de ça, sans changer la technique, sans rien, bah, peut-être que tu as progressé sur d'autres exercices. Et donc, en fait, si tu as progressé sur d'autres exercices, tu as quand même augmenté l'intensité globale. Et peut-être que tu n'as pas progressé, peut-être que tu as fait la même chose, plus ou moins. Mais si tu as progressé sur le reste, en quelque sorte, tu as quand même progressé aussi là-dessus, parce que tu as réussi à faire ce que tu avais fait la fois d'avant, avec une intensité plus importante sur les autres trucs. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et il y a aussi le fait de, ça, c'est un peu un truc qui me fait rire, moi, PRORPE. Donc, je trouve que comment dire, c'est une phrase qui fait un peu gogolito, mais et- je trouve que c'est le truc du mec qui progresse pas, si tu veux. Mais tu vois, enfin, genre, faut pas s'en vanter, tu vois. Tu PRORPE, à moins que ce soit genre Ouais, extrêmement visible, beaucoup. tu vois. Ouais. Genre, voilà, Mm. t'as grind, t'as eu un vrai RPE 9,5, t'as grind 4 secondes, et là, tu la passes, tu montes, tu descends, t'es RPE sub 7. Bon, bah là, ok, oui, Ouais. PRORPE, c'est évident. C'est évident, ok. Mais si c'est genre, t'étais 8, là, t'es 7, 7,5, tu vois, bon, bah, toi, en termes de ressenti, c'est évidemment important à mentionner et tout, c'est super, c'est très, très bien. Bon, après, voilà, j'irais pas dire PRORPE, faire des stories, etc. On s'en branle un peu. Mais voilà, c'est aussi des facteurs à prendre en compte. C'est que si d'un bloc à l'autre, tu refais plus ou moins la même chose, un truc à peu près équivalent, mais tu t'es senti mieux techniquement, plus fluide, etc., etc., c'est une forme de progression aussi. Donc, faut pas. Et ça, plus on a un niveau avancé, bah, plus c'est le cas, hein. Franchement, je peux vous dire que quand on a un niveau avancé, on est très, 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 très loin de PR à chaque bloc. Et en fait, on est vraiment sur des phases de construction qui vont permettre, sur enfin, à l'issue de plusieurs blocs, grâce à cette construction qui s'est accumulée, de PR seulement à l'issue de ces plusieurs blocs, pas forcément sur un single, mais sur une single, mais sur un format donné. Et plus tu deviens fort, plus ça va être ce genre de progression qui t'attendent, aussi pour ne pas te blesser. Parce que si tu perds à chaque bloc, c'est-à-dire que tu t'exposes quand même beaucoup à des charges élevées potentiellement. Et il y a un moment où, quand tu deviens très très fort, bah ça on en a déjà parlé aussi plein de fois, mais tu peux devenir très très fort musculairement, etc. Les tissus conjonctifs ne matchent jamais aussi bien la courbe de force que tu vas réussir à gagner, on va dire. Et ce qui fait que si tu t'exposes, tu t'exposes, tu t'exposes, bah, tu as les fascias, tu as les différents tissus conjonctifs, les tendons, comment dire, les couches osseuses, les couches musculaires, épimysium, endomysium, etc., qui se micro-lèsent, etc. Et du coup, ça fait que finalement, bah, tu peux avoir des petites douleurs en cuir de muscle, aux insertions, et au bout d'un moment, bah, c'est toujours le même problème, bah, tu finis par régresser. Donc ça, c'est une notion que je trouve hyper importante. C'est pas forcément
traquer une progression absolue bloc par bloc, parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe souvent sur des exercices comme les tractions et les muscle-up, c'est que tu veux à chaque fois augmenter un petit peu les fins de bloc, et ce qui se passe, c'est que tu augmentes les chiffres, mais souvent au détriment de la technique. Parce que tu veux une progression chiffrée à chaque fois, et le truc, c'est que tu kippes un peu, tu te permets des trucs, tu te mens un peu à toi-même, et ça, c'est jamais bon. Ça, c'est jamais bon. Ouais, bah ouais, je crois que c'est un peu le mot de la fin en ce qui concerne ce sujet-là. C'est très bien dit. Euh, et quelle est ton actualité, mon cher Victor, à part les final reps là? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Il n'y a pas, il y a pas grand-chose d'autre. Tu me dis ça en plus comme si toi, tu savais qu'il y avait un truc et que je devais le dire, mais moi, pour moi, c'est pas le Qu'est-ce cas. que tu, qu'est-ce que tu nous prépares là? Qu'est-ce que je vous prépare? Bah, je m'entraîne bien. Écoute, je m'entraîne à fond. Si, petite actualité, tiens, j'ai commandé la station, la même là pour ceux qui connaissent que Mika Schulz, la station qui est réglable en largeur, qui se fixe sur un rack là. Pour information, elle coûte 945 € plus 30 € Une de frais de broutille? port. Une Une broutille, broutille? donc c'est quand même bien cher pour ce que c'est, on va pas se mentir. Même si je doute pas de la qualité du truc, mais c'est quand même excessivement cher, hein. Pour moi, enfin, je m'y connais pas de ouf non plus, mais j'ai quand même acheté pas mal de trucs de muscu. Et en termes de matériaux, etc., je vois pas trop ce qui peut justifier un tel prix. C'est surtout l'exclusivité du truc. C'est certainement très résistant et puis c'est surtout réglable en largeur, donc ça c'est vrai que c'est pas commun. Et ils la font sur mesure, c'est-à-dire que tu donnes les dimensions du rack sur laquelle tu veux fixer la station, L'adapter, hein. et après ils font le truc en fonction. Et du coup, bref, moi j'attends avec impatience cette station. Je l'ai commandée il y a 7 jours, je pense. Ouais, c'est ça, 7 jours. Et, euh, et bon, là, je vais partir en vacances, donc je m'en fous de pas l'avoir tout de suite, mais j'espère l'avoir en rentrant, sachant que j'ai toujours pas eu de date de quand est-ce qu'elle est censée arriver. Du coup, j'ai envoyé un mail, je sais plus, avant-hier, je crois, hier, avant-hier, où je disais en anglais, du coup, oui, bah, j'ai pas eu de nouvelles sur la date de livraison, genre une estimation de date de livraison. Et j'ai été qualifié pour Final Rep en moins de 80 kilos. Et j'ai cassé ma station de dips, ce qui est faux, hein. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille pour eux dans les entreprises. Probabilité 0/10, c'est vrai. Et j'ai cassé ma station, donc ça m'embête un peu. Il faudrait que je puisse m'entraîner dessus rapidement pour pouvoir me préparer à l'événement. Et j'aimerais bien des nouvelles. Donc bref, voilà. Bon, ils s'en battent les Ouais, couilles, ils m'ont pas répondu. bah d'ailleurs, tu sais que moi, tu sais, j'ai commandé là la station de Toxic Workout là, les Ah Espagnols. oui, oui, oui. Ils m'avaient dit 1 mois de délai à commande de fabrication. Et là, on est à 1 mois et 3 semaines. Et Oh, le truc putain. a toujours pas été fait, quoi. Donc Putain, j'espère que je vais pas avoir ça. là, Moi. Oh là là, tu me fais peur, là. Bon, après, c'est pas du tout la même ouais, chose. après, t'as moins de chance avec les Allemands que les Espagnols, hein. Ah, les Allemands, normalement. Moi, sinon, attends, Ouais, c'est là-bas, hein, je m'en bats c'est les des couilles. En ingé- Allemagne, hein. c'est- c'est des ingénieurs, les mecs. Ah, tu sais, c'est des constructeurs de sous-marins, normalement, les mecs. Ok, ok, bah du coup, bah voilà, le petit épisode prend fin. On vous dit à la semaine prochaine pour le 29e épisode. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des idées de podcast. On avait fait un petit sondage là sur. On va plutôt faire sur Instagram, ça fonctionne mieux là-dessus. Et bah, sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Parfait, parfait. Ciao, ciao.